à toutes et à tous. Alors je sais que j'ai l'air très fatiguée. C'est que je suis très fatiguée. Voilà, j'ai eu des pépins. Un pépin de santé. Voilà. C'est pour ça que j'ai des cernes. Et que de toute façon, j'ai plus le temps de faire des vidéos. Mais voilà, je suis là. Hein, I'm alive. I'm still alive. Yes. Yes, I'm still alive. Bon. Alors, sur cette vidéo, je vais pas parler comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Comme ces derniers temps de la disparition de Lina. Et j'ai envie de parler un peu du procès Pellico. Parce que je suis ça hein, depuis le début du procès. Je crois que ça va faire 6 semaines maintenant. Alors, je voulais faire un petit topo là-dessus. Alors, je ne vais absolument pas reprendre tout ce qui a été dit sur cette affaire, mais plutôt livrer des impressions comme ça, ce que m'inspire ce procès, ce que ça en dit de la société, du patriarcat, de la culture, du VIOL, véhiculé par le PORNO, hein, qui est de plus en plus trash, hein, voilà, avec toujours cette façon de voir la femme comme un objet. Et je me suis fait la réflexion parce que il y a 50 accusés, comme vous le savez, plus Pellico, et il y a 83 individus qui ont été filmés. Une trentaine qui a été filmée, mais qui n'ont pas pu être identifiés formellement. Et en fait, tout le monde se dit, mais quel est leur point commun à ces bonhommes? Ils n'ont pas le même âge, hein, ça va de 26 à 74 ans. Ils n'ont pas la même origine ethnique, n'en déplaise à certains. Il n'y a pas que des franchouillards, il y a toutes les origines. Hein. Alors là, pour le coup, c'est United States, non, comment c'est déjà? United of Benetton, enfin vous m'avez comprise. On a des Asiatiques, des pays de l'Est, des pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Alors oui, ils ont la nationalité française, mais c'est pas une histoire de, c'est pas, allez pas me prêter des propos que j'ai pas tenus, c'est pas du racisme, mais ils sont de toute origine, donc de toute origine ethnique, de toute origine sociale, de toute catégorie socio-professionnelle, de toute profession. On a des chauffeurs poids lourds, on a un infirmier libéral, anesthésiste, on a un journaliste de presse régionale, on a, je crois, un informaticien, un jardinier, un menuisier, enfin on a vraiment tout. Et les gens se posaient la question à juste titre, mais quel est le point commun de tous ces individus? Bah, il est simple, le point commun, c'est que tous, ils se paluchent devant des films PORNO. Voilà, il est là le point commun. Et j'ai suivi un peu les traits de certains journalistes qui suivent les audiences en direct et qui font des threads sur X, qui retranscrivent, qui sont très intéressants d'ailleurs. Et c'est révoltant en fait. C'est énervant, c'est leur défense, mais en fait, tu as envie de les secouer, tu as envie de... Franchement, tu as envie de les étrangler. Tu as envie de... C'est insupportable à entendre. Enfin, à entendre, moi, j'ai pas entendu, mais c'est insupportable à lire. C'est-à-dire que tous ces mecs, ils sont allés sur le site coco.gg, pour ne pas le nommer, site qui était un repère de PEDO et de VIOLEURS, n'est-ce pas, qui a fermé très récemment, je crois en juin dernier.
Et en fait, Pellico, donc, il vit avec Gisèle Pellico. Ils sont mariés depuis 50 ans. Et le mec, pendant une décennie, a livré son épouse à des hommes pour qu'ils se servent. Voilà. Hein, et il l'a droguée au Médoc. Alors, un mélange détonnant de cocktails d'anxiolytiques, benzodiazépines, psychotropes, mélangés ou couplés avec des somnifères. Et ça pendant une décennie, de façon régulière, très régulière, et en surdosage. En surdosage, oui, en surdosage, de manière à ce qu'elle se retrouve dans un état léthargique, semi-comateux, qu'elle soit inconsciente de ce qui se passe. On rappelle, je vous invite, hein, si vous ne la connaissez pas, à regarder la définition du LOAV, la définition légale, et effectivement pratiquer des actes de ce style sur une personne inconsciente qui est donc en incapacité de fournir le moindre consentement, c'est bien un VIOL. Voilà. Alors, il faut savoir que sur les 50, au début du procès, il y en a 35 qui nient les chefs de l'OAV. Ils nient. Voilà. Ils sont inculpés pour l'OAV aggravé. Pourquoi aggravé? Parce qu'elle était droguée. Pour l'OAV en réunion, parce que Pellico parfois participait. Pour tentative de l'OAV, pour attouchement, agression. Et il faut savoir que une partie de ces personnes ont été interpellées et étaient en possession de fichiers PEDO, PORNO, sur leur ordi, leur tablette, etc. Voilà. Et ces mecs, en fait, adoptent une posture victimaire. C'est-à-dire qu'on assiste en fait à une véritable inversion de la charge accusatoire. Les accusés passent pour des victimes des circonstances, victimes d'une enfance présupposée compliquée, avec de présupposées maltraitances, avec de présupposés sévices d'ordre S. Je rappelle que tout ça n'est pas prouvable. De la même manière qu'une femme qui va porter plainte pour l'OAV des années après va souvent être traitée de menteuse, ces types-là, qui sont, on va pas se mentir, des pervers en puissance, peuvent très bien manipuler l'opinion et l'auditoire pour tenter de faire, on va dire, pleurer dans les chaumières, sortez vos mouchoirs, pour essayer d'attirer une espèce de sympathie, une espèce de compassion, voilà, une espèce de compassion, finalement, cette enfance présupposée violente constituerait une sorte de circonstance atténuante sur la nature des faits qu'ils auraient pu commettre sur Gisèle. Donc c'est quand même assez aberrant à entendre. Alors, il y en a 15 sur les 50 qui reconnaissent les chefs de l'OAV. Ok. Dans ces cas-là, en fait, ils ne vont pas visionner les vidéos. Gisèle Pellico, qui a depuis divorcé, mais qui souhaite être appelée par le nom de Pellico parce que, pour des raisons évidentes d'anonymat, une fois que le procès sera terminé, elle reprendra son nom de jeune fille, mais elle ne veut pas le communiquer, ça paraît logique, a souhaité que le procès soit tenu non pas à huis clos, comme c'est souvent le cas, mais en public, de façon à, comme elle le dit, que la honte change de camp. Et c'est très intéressant parce que ça va permettre aux journalistes de mettre en lumière ce qui se passe réellement dans les prétoires. Donc on va avoir tous ces détails, etc. Donc il y avait eu le débat aussi de savoir, parce que la particularité de ce dossier, c'est ce qui fait sa force, c'est que tous ces actes ont été filmés en vidéo. Et donc, en fait, on a une preuve quand même assez irréfutable et matérielle, assez solide, pour démontrer si, à ce moment-là, Gisèle était consciente ou pas, ou si elle ne réagissait pas. Or, en l'occurrence, les vidéos sont suffisamment
sordide et explicite pour montrer que Gisèle était totalement inconsciente et pourtant tous ces individus se sont autorisés à profiter d'elle de toutes les façons possibles et imaginables. Alors certains diront, mais quel est l'intérêt en fait de s'en prendre à une femme inconsciente? Eh ben, c'est un fantasme, j'ai envie de dire que c'est un fantasme de domination qui est notamment véhiculé sur les sites X où on a des scénarios. Alors, je suis pas experte en la matière, mais enfin voilà, c'est de notoriété publique que les sites X sont de plus en plus violents envers les femmes. Ce ne sont plus des rapports normaux, mais on assiste à des séances de torture avec une femme qui est juste là pour servir de réceptacle, hein, de TROU, hein, tout simplement. Et en fait, ces types-là, qui sont plus ou moins frustrés, ont sauté sur l'occasion pour en fait se servir sur une femme qui n'était pas dans la capacité de pouvoir réagir ou quoi que ce soit. Ça s'apparente quelque peu à un fantasme de nécrophilie. Sauf que là, c'est encore mieux puisque la personne est vivante et chaude, contrairement à un cadavre. Donc, ce que je voulais dire en substance, c'est que la plupart donc, se posent en victime. Ils adoptent une posture victimaire, donc ils sont victimes de leur enfant. Je rappelle quand même que sur les 50, il y a à peu près la moitié qui a vécu une enfance tout à fait normale. Voilà, tout à fait normale. Et les autres, bon voilà, ils ont eu plus ou moins vécu des maltraitances qui sont plus ou moins avérées. On rappelle que ce n'est pas vérifiable, hein, bien évidemment. Peut-être qu'ils enjolivent, enfin, je veux dire, forcent le trait pour attirer la sympathie parce qu'ils pensent que ça va servir de circonstance atténuante pour la qualification ensuite pour leur condamnation. Je rappelle que dans certains pays, hein, pour des cas de Loave, on ne va pas passer, comme c'est le cas pour le procès Pellico, des heures et des jours à se pencher sur leur enfance en disant « ouin, ouin, ouin ». J'ai été victime de maltraitance, ouin, 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 j'ai subi des sévices, blablabla. Bla, bla, bla. Là, on n'arrête pas de les dédouaner, en fait. Donc, leur enfance, alors après, c'est leur enfance. Ensuite, au début, c'est leur enfance. Ensuite, c'est leur vie d'adulte. Alors, ils sont victimes de leur ex-épouse, de leur ex-conjointe, qui leur a fait, qui n'acceptait pas certaines pratiques, parce que tu comprends, un homme a des besoins. Voilà, un homme a des besoins. Et la femme, elle n'a pas de besoin, elle n'a pas de désir. Hein, on s'en fout. Hein. De toute façon, dans cette histoire, Gisèle, on ne lui demandait pas son avis. C'était elle qui subissait tout, mais à aucun moment, aucun de ces bonhommes se sont inquiétés de voir qu'elle était totalement inconsciente. Non. Pour eux, ça faisait partie d'un jeu libertin, de domination-soumission entre mari et femme. Enfin bon. C'est insupportable. C'est vraiment pénible à entendre. Enfin, moi, ça me met les nerfs, clairement, quand je lis les threads. Il y a Juliette Campion, il y a Marion Dubreuil, qui retranscrit vraiment très bien les journées d'audience. Et on constate que la plupart adoptent cette posture victimaire. On a une avocate. Alors, Maître El Bouroumi, s'il vous plaît. Mi-avocate, mi-influenceuse, passe son temps sur les réseaux sociaux. Elle défend, alors elle est l'avocate de 2 des 50 accusés. Et alors pour elle, elle passe son temps en fait à poster des stories Instagram où elle explique en fait avec toute la subjectivité possible, puisqu'on rappelle qu'elle ne peut pas être objective puisqu'elle défend deux accusés. Et en fait, elle est en train de discréditer Gisèle. Donc là, c'est ce que je disais, on a une inversion de la charge accusatoire, puisque les accusés passent pour des victimes. Donc, ils sont victimes dans leur enfance. Ils sont victimes dans leur vie d'adulte. Hein. Alors, on passe au crime, on a le droit à des témoignages de la famille, d'ex-conjointes qui sont dans un déni total, qui disent « Mais non, mais il n'est pas comme ça. Il a le cœur sur la main. Il est très gentil.
il est tellement facile de contact, toujours prêt à aider, le cœur sur la main. Non, il n'est pas comme ça. On a dans des filles aussi, des accusés qui sont dans le déni complet. Alors on interroge même des collègues, des amis, même pour un cas, des voisins qui disent « Oh ben non, hein, franchement, avec les femmes, ils se comportent bien. » Mais what the fuck en fait? Est-ce que tu étais dans l'intimité pour voir s'ils se comportaient bien? Non, je crois pas, non. Enfin, c'est hallucinant, tout le monde les dédouane. On a assisté à des expertises, donc alors les experts, les psychologues, les enquêtrices de personnalité. Alors le pompon, c'est quand même le pompon sur la Garonne, c'est des experts qui disent que, en parlant des accusés, oui, donc j'ai interrogé un tel, j'estime que son potentiel de dangerosité criminologique est vraiment négligeable. Ah bon? Donc ils ont commis des trucs abjects, potentiellement d'autres trucs abjects qui ne seront jamais divulgués parce que ça n'a pas été filmé et ils n'ont pas été inculpés. Mais la personne dit que ces individus ont un potentiel de dangerosité vraiment très négligeable. On en croit rêver. On marche sur la tête, en fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, je ne sais plus, le président, je crois, le président, ouais, dit à propos d'un accusé, dit « Ah, donc vous estimez que son potentiel de dangerosité est négligeable ?» Oui, oui, oui. C'est bizarre parce qu'on a retrouvé chez lui plus de 650 fichiers et photos et plus de 400 vidéos à caractère PEDO, PORNO. Vous pensez toujours que son potentiel de dangerosité est négligeable? Ah ben j'étais pas au courant, sans blague, c'est hallucinant. Et puis alors tout leur sert d'excuse. Oui mais vous comprenez, alors mon fils était, bon mon fils, alors effectivement il y a des circonstances, mon fils a eu un accident, il est décédé, je suis tombée dans l'alcool, dans la drogue. Alors j'ai envie de dire, petit disclaimer, hein, vos avocats auraient dû vous informer que le fait de commettre un délit, une infraction routière, un délit ou un crime, ce qui est le cas pour un loave, sous l'empire de stupéfiants ou fortement alcoolisés, c'est pas une circonstance atténuante, mais bien une circonstance aggravante. Donc je suis pas tellement sûre que le fait de dire ça, ça va alléger ta peine, mon gars. Mais bon. Donc vraiment une posture victimaire. On a une posture victimaire de tous ces accusés pour la plupart. Et c'est hallucinant, quoi. Donc les proches, pour la plupart, les défendent. C'est la faute à leur enfance, plus ou moins maltraitante ou pas. Certains, oui, ont été placés en foyer, certains ont subi des choses, d'autres non. Il faut arrêter de dire, mettre tout le monde dans le même panier. Ce qui est assez aberrant aussi, c'est qu'on voit l'âge. Hein. On a, pour la plupart, au moment des faits, ces hommes avaient la trentaine ou la quarantaine. On rappelle que Gisèle, elle, avait la soixantaine. Donc c'est, entre guillemets, c'est même pas la chair fraîche qui les attirait. C'est vraiment juste pouvoir se défouler sur une personne inerte. Alors la plupart disent « Ah mais je savais pas en fait que Pellico droguait son épouse. » Ah bon? Alors c'est sans compter sans les échanges de SMS qui montrent pour certains qu'ils étaient parfaitement au courant, hein, puisque Pellico dit oui, j'ai filé des cachetons à ma femme, oui, j'ai filé ci, j'ai filé ça. On rappelle qu'ils avaient un protocole strict à respecter, donc des précautions à prendre, c'est-à-dire ne pas se parfumer, ne pas fumer, se changer dans la pièce adjacente, ne pas faire de bruit, chuchoter. Pourquoi? Pour faire joli? Parce que non, bah non, pour pas la réveiller. Donc il me semble que c'est suffisamment explicite. Et quand bien même, on va dire que non, ils savaient pas, parce qu'ils sont vraiment teubés, quand ils arrivent sur place, qu'ils rentrent dans cette chambre, qu'ils constatent que sur le lit gît un corps inanimé, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème et que la personne, de toute façon, n'est pas consciente de ce qui se passe. Mais ça ne les dérange pas. Non, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Alors, ils vont dire qu'ils ne savaient pas. Bon, bah, alors, je ne sais pas comment tu fais pour recueillir le consentement si la personne est inconsciente, ça. Je sais pas, c'est la télépathie. Je pense qu'ils ne se posaient même pas la question, en fait, hein, clairement.
Donc ils font tout un tas d'actes, je passerai les détails parce que sinon je vais être shadowban de YouTube, mais tous plus dégueulasses les uns que les autres. Et ensuite ils vont dire, pour continuer à se poser comme des victimes, ah oui mais en fait quand je suis arrivée sur place, Pellico il m'a fait peur. Il y en a un, je crois que c'est l'infirmier libéral, il me dégoûtait celui-là. Quand j'ai lu les traits sur lui, ça, j'avais envie de... Bref, et le mec dit, oh, je suis arrivée sur place, j'ai vu Pellico, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur, il était tellement directif que je me suis exécutée. Alors, écoute, mec, Pellico, il t'a pas mis le couteau sous la gorge pour que tu t'en prennes à sa femme. Excuse-moi, t'avais encore ton libre arbitre. Tu pouvais très bien rebrousser chemin, hein, et foutre le camp de cette baraque de cinglés. Mais tu ne l'as pas fait. On se demande bien pourquoi, hein. C'est ridicule. Il se pose en victime. Tu as l'avocate Nadia El Bouroumi, donc mi-influenceuse, influ-voleuse, un mix entre l'avocat, la CAGOLE des quartiers de Marseille, hein, on voit le style. Donc en fait cette dame se permet en fait de poster des stories sur son compte Instagram, hein, d'abreuver les réseaux sociaux en... de façon totalement subjective, en sous-entendant que Madame Pellico était consciente de ce qu'elle faisait parce qu'ils ont retrouvé certaines photos où elle avait les yeux ouverts. Ça ne veut pas dire qu'elle était consciente de quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, elle pouvait être à moitié droguée et quand bien même elle aurait fait quelques photos avec son mari, c'est pas pour ça qu'elle était OK pour se faire loaver. Hein. Il y a quand même une nuance qui est de taille. Et elle propage, en plus, elle fait de la diffamation parce qu'à un moment dans la vidéo, elle fait... On lui avait dit à Madame Pellico qu'il ne fallait pas montrer les vidéos, hein, parce que ça montrait qu'elle était consentante. Pardon, n'importe quoi, étant donné que les vidéos montrent, toutes les vidéos montrent que Gisèle était inconsciente. Elle était inconsciente. Elle ronflait bruyamment, elle était en état de sédation profonde, très profonde. Et alors quand elle dit à un moment... mais oui, mais en fait, voilà, elle était en petite tenue pour aguicher le chaland, en fait, hein, tenue affriolante, et après, elle est postée sur les sites pour attirer le Pékin. Alors, là, c'est de la diffamation, puisqu'en l'occurrence, toutes les photos, ou peut-être des vidéos qui ont été postées pas les réseaux sociaux, mais sur le site coco.gg, ça a été fait par son mari à son insu. D'ailleurs, le salon sur coco.gg, où Pellico recrutait ses disciples, s'appelait « À son insu ». À son insu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a quand même certains des accusés qui ont le toupet de dire « Oh ben moi, je savais pas ce que ça voulait dire, à son insu. Moi, je savais pas, hein, c'est pas de ma faute, hein, je savais pas. » C'est insupportable. Franchement... c'est insupportable. C'est insupportable à lire. C'est de la mauvaise foi. En plus, on a des experts. Je ne sais pas ce que c'est que ces experts psy. Pour la plupart, ils essaient de dédouaner les accusés. En disant que voilà, c'est les circonstances, mais qui pensent pas qu'ils récidiveront. Limite style, ah ben c'est bon les gars, en fait, j'ai compris la leçon, j'ai pas besoin de faire de prison, promis, je recommencerai plus. Mais en fait, c'est pas ça. Mais en fait, on s'en fiche à la limite de ton potentiel de dangerosité, même si, à mon avis, il est très élevé pour chacun de ces accusés. Le but, c'est que tu payes pour ce que tu as fait. Le but, c'est que tu aies une peine, que tu ailles en prison. Non, mais c'est quoi ce délire, en fait? Moi, je comprends pas. Hein. C'est hallucinant de voir ce qui peut se dérouler tous les jours dans cette audience. C'est assez incroyable d'essayer de victimiser tous ces accusés, hein, qui ont quand même et qui continuent de nier l'évidence. C'est-à-dire que ceux qui réfutent ces chefs d'inculpation, du coup, ils montrent les vidéos. Alors, il y a eu un débat parce que, évidemment, que les avocats de la défense s'opposaient fermement à ce que les vidéos soient diffusées aux journalistes. Bien évidemment, puisque celles-ci sont tellement explicites, montrent la réalité avec froideur et clinicité,
des faits, quoi. C'est ultra sordide, c'est ultra explicite. Il y a pas... Quand on a vu ça, on comprend tout de suite ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et pourtant, ces types-là, mis devant le fait accompli, c'est-à-dire les vidéos, d'ailleurs, ils vont se cacher les yeux, ils ne vont pas regarder, hein, ils continuent de nier l'évidence. C'est-à-dire, on voit les vidéos, tout le monde comprend ce qui s'est passé, et les types continuent de nier. « Oh, mais moi, je pensais qu'elle faisait semblant. Mais je crois qu'elle faisait semblant de dormir. Ah, mais je pensais que c'était un jeu libertin. » Et à quel moment tu aurais recueilli le consentement de madame? Ah ben en fait, c'est parce que Pellico il m'a donné le consentement. Bienvenue en 2024. Donc en 2024, la femme appartient à son mari. Ce n'est pas un être humain doté d'une conscience qui lui est propre. Mais en gros, si le mari dit « Oh, c'est ok, tu peux faire ça, vas-y !» La femme est la propriété du mari. Comme s'il y avait une espèce de délégation de consentement, un consentement par procuration. Oh les gars, réveillez-vous, on est en 2024. La femme, c'est un être humain à part entière. Et si tu veux tenter quelque chose physiquement avec elle, c'est à elle que tu t'adresses, c'est pas à son mari, tu vois. Bref, c'est hallucinant. Franchement, ça met les nerfs. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que je peux vous dire que... je sais pas si vous êtes allé lire les threads sur X, mais il y a des détails, c'est vraiment... Mais c'est inimaginable, quoi, ce qu'ils sont capables de faire, ces mecs-là. Et alors après, il y a le vieux débat, not all men, but all men quand même. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, parce que on en a marre franchement du patriarcat. On est en 2024 et on est toujours au même point, quoi. C'est la culture du loave. C'est le PORNO à gogo, avec une femme qui est, dans la plupart des cas, en tout cas dans les vidéos mainstream, toujours objectifié, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, c'est une chose qui est juste là pour servir au plaisir masculin. Et en fait, tu as des types, ils ont tellement intégré ça dans leur logiciel depuis leur enfance, qu'en fait, ils ne se posent même pas la question de savoir si la femme, c'est un être humain à part entière, qui a ses propres envies, ses propres désirs, et que communique avec elle, en fait, avant de faire autre chose, quoi. C'est, bon. Alors, ce qui est intéressant dans les expertises psychiatriques, c'est intéressant pour un point. C'est pour déterminer si la personne, en l'occurrence ces mecs, étaient en pleine possession de leurs facultés cognitives. En bref, est-ce qu'ils avaient une pathologie qui aurait pu être de nature à exclure leur responsabilité pénale? En gros, est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient au moment où ils le faisaient? Il faut savoir que je crois dans la quasi-totalité des cas, peut-être à 1 ou 2 cas près, encore je ne suis même pas sûre, ils étaient tous parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas atteints de schizophrénie, de troubles, comment c'est déjà? De la personnalité multiple, un trouble de l'identité. Non, 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 non. Ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'il faut savoir que leur dernier argument du genre « c'est pas de ma faute à moi », c'est de dire « j'étais sous emprise de Pellico ». Ils sont allés jusque-là, jusqu'à dire « mais j'étais sous emprise ». Normalement, quand tu dis « je suis sous emprise de quelqu'un », c'est que tu es une vraie victime. Par exemple, une épouse qui est victime, qui est sous l'emprise de son mari, ou voilà, sous l'emprise, ou des gens dans une secte qui sont sous l'emprise d'un gourou et qui leur font faire n'importe quoi. Là, mec, t'es pas sous emprise. Je suis désolée, Pellico, il t'a pas mis le couteau sous la gorge pour te dire, vas-y, vas-y, occupe-toi de ma femme. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'affaire Pellico. Donc vraiment cette posture victimaire qui est inaudible. Je trouve qu'on passe énormément de temps à se pencher sur l'enfance de ces accusés, sur leur enfance, sur leur vie professionnelle, sur leur vie maritale, etc. Alors que dans d'autres pays, en fait, pour ces faits de loi, ils jugeraient uniquement les faits, rien que les faits, ou tout ce qui est en rapport direct avec les faits. Or, excusez-moi, leur enfance et leur vie d'adultes n'a aucun rapport avec les faits qu'ils ont commis sur Gisèle. Pourquoi on en parle autant? C'est quoi? C'est pour les dédouaner, les déresponsabiliser? C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable. J'espère franchement qu'ils vont prendre la peine maximale, c'est-à-dire 20 ans
pour des lois aggravées. Mais franchement, je doute. Je doute énormément parce que je sens qu'on va leur trouver des circonstances atténuantes. J'en suis quasiment sûre et certaine. Certains disent aussi que Pellico les aurait drogués. Il y en a un, il manque pas de toupet. Ah oui, mais moi je me souviens pas. En fait, je suis arrivée sur place. Pellico m'a donné un coca. Et après, c'est le blackout. Je me suis réveillée dans ma voiture. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis barrée. Alors déjà, tu dis que tu es drogué. Tu prends ta voiture comme ça. Il n'y a pas de souci. Sauf que bien évidemment, pour cet individu et pour d'autres, les vidéos montraient clairement qu'il était en pleine possession de ses moyens. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça ne laisse guère de place au doute sur le fait qu'ils auraient été drogués. De plus, Pellico le dit clairement à tous ces hommes. Il a dit d'emblée, je drogue mon épouse, voilà, je drogue mon épouse et après j'en fais ce que je veux et je vous la livre. Donc c'est suffisamment explicite. Pardon. Concernant Pellico, eh bien, en plus d'être un loiveur, etc., il pourrait être également, certainement même un TUEUR en série, puisqu'il est également mis en examen pour un dossier qui est soumis au pôle call case du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de tentative de loave et de MEURTRE sur deux jeunes femmes agents immobiliers dans les années 90, avec un modus operandi qui montre qu'il les endormait avec de l'éther. Et sur une des deux jeunes femmes, on a retrouvé son ADN. Sur le premier, l'ADN a été perdu dans les scellés, c'est dommage. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'on a potentiellement affaire à une sorte de Guy Georges, enfin voilà, un TUEUR en série, et peut-être qu'il a fait d'autres victimes. Donc quelque chose peut-être un des plus dangereux qu'on ait eu les 25 dernières années ou même les 40 dernières années. Donc voilà ce que je voulais dire. Après, j'espère qu'on fera également qu'est-ce que je voulais dire, ouais, voilà, j'espère que le tribunal mettra également en lumière l'éventuelle responsabilité du corps médical, puisqu'il administrait un surdosage de Temesta couplé avec des somnifères. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment il a fait pour avoir accès à une telle quantité d'anxiolytiques pendant une aussi longue durée, et vu les quantités qu'il administrait à Gisèle, donc ça peut provoquer des dommages neurologiques, des séquelles irréversibles. Elle a été allée voir un neurologue, il pensait qu'elle avait peut-être un début d'Alzheimer. Elle avait des douleurs gynécologiques aussi, avec une inflammation du col de l'utérus, 4 IST. Donc elle devait se douter que Pellico allait voir ailleurs, à tout le moins. Et donc c'était pas un mariage parfait comme il a été décrit au début par les médias. On est loin du mari parfait. Je pense qu'il devait certainement y avoir une sorte de déni chez Gisèle, sans lui enlever évidemment le statut de victime et de tout ce qu'elle a subi. Ça, il y a aucune question à se poser là-dessus. Mais je pense qu'ils étaient tous plus ou moins dans le déni, ainsi que la famille, puisque la décennie où ces faits scabreux se sont déroulés, c'est une fois que Pellico a été à la retraite, ils ont déménagé à 800 km, donc à Mazan, à 800 km de chez leurs enfants, dans un petit village de 6000 habitants. On remarquera d'ailleurs que Pellico a eu aucun mal à recruter tout un tas de sales types à seulement quelques encablures de chez eux. Ça fait froid dans le dos quand même. Et donc il y avait une sorte d'emprise en fait de Gisèle, puisqu'il isolait tout le monde. Il a gardé sous son joug à sa merci, elle ne prenait plus la voiture parce qu'elle avait des propos confus, etc. Et quid de la responsabilité du corps médical de n'avoir pas su déceler en fait, avec des prises de sang, pouvoir détecter si elle était empoisonnée aux médicaments. Apparemment ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été fait. Donc quid du corps médical, quid aussi de ses ordonnances médicales, est-ce qu'il a fait appel à plusieurs médecins, est-ce qu'il y a eu des médecins complaisants,
Est-ce qu'il a fait des fausses ordonnances? Est-ce qu'il a acheté des médicaments sur le dark web? Autant de questions qui, pour l'instant, n'ont pas été soulevées. Espérons que la suite du procès pourra donner un début d'explication là-dessus. Parce que franchement, il y a beaucoup de zones d'ombre. Voilà ce que je voulais dire en substance sur ce procès. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez de cette affaire. Si pour vous, ça va avoir un retentissement et ça va pouvoir faire évoluer dans le bon sens tout ce qui est consentement. Peut-être qu'on devrait revoir la définition légale du LOAV pour introduire cette notion de consentement. Puisque là, c'est pas mentionné. Donc, en fait, les avocats de la défense jouent là-dessus, hein, clairement. Par exemple, en définissant que ça doit être un rapport clairement voulu entre les deux parties. Donc, avec des preuves, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment dire ça, mais qu'il y ait une notion de consentement. Une preuve de désir mutuel, etc. Que ce soit pas en fait à la victime de prouver qu'il s'agit d'un loi, mais que ce soit en fait au potentiel loiveur de démontrer que la victime avait une attitude qui montrait qu'elle était consentante. Enfin bon, voilà. Après, on peut pas faire un contrat, hein, c'est pas un contrat, on va pas signer un papier en double exemplaire, daté signé. Oui, je conçois telle pratique, oui, je veux ci, je veux ça. En fait, ça doit être en fait quelque chose de spontané, mais un désir mutuel. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau juridique, niveau légal. On voit que les avocats de la défense s'engouffrent dans la brèche, c'est insupportable, hein, notamment l'autre de Palme. J'ai été coupée dans ma précédente vidéo parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je l'ai fait à l'arrache, un peu one shot. Oui, je parlais de Maître de Palma, donc un des avocats des 50 accusés, qui s'est exprimé vite fait après une audience en disant il y a LOAV et LOAV. Bon, je dis les mots à l'envers, hein, vous savez pourquoi, hein, pour des raisons évidentes de shadowban de YouTube. Voilà, il dit oui, mais en gros, si mon client ou mes clients, je ne sais pas s'ils défendent plusieurs accusés, n'avaient pas l'intention, voilà, il n'avait pas l'intention de l'OAV, bah c'est pas un LOAV. Bah non, mon vieux, en fait. Donc, il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas, en fait, ce critère d'intentionnalité hein, dans la définition légale du LOAV. Et en fait, c'est il faut simplement constater la matérialité des faits, c'est-à-dire les actes qui sont commis par, je crois, violence, contrainte, surprise, ruse. Donc voilà, c'est la matérialité des faits qu'il faut constater. Tu peux pas dire, c'est trop facile, tu peux pas dire, ah ouais, mais en fait, elle croit que je l'ai loivé, mais en fait, non. Parce que dans ma tête, c'était pas un loi. Mais on s'en fout de ce qu'il y a dans ta tête, en fait. C'est la matérialité des faits que tu dois constater. Pas si dans ta tête, c'était blanc ou noir. On s'en fiche royal. Imaginez, par exemple, quelqu'un va voler, je sais pas, n'importe quoi. Il va dans un magasin, il va voler, je sais pas, une orange. L'orange du marchand. Voilà, il vole une orange. Et là, il se fait prendre et puis il dit... Ah mais non, mais moi j'y suis pour rien parce que en fait, j'avais pas l'intention de la voler. Donc c'est pas un vol. Non, mais non, en fait, mon pote, ça marche pas comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait revoir. Alors, je suis pas juriste, mais il faudrait revoir la définition légale du LOAV parce que en fait, tous ces avocats de la défense s'engouffrent dans la brèche pour justifier le fait que leurs clients n'avaient pas cette intentionnalité. Voilà. Il faudrait effectivement rentrer cette notion de consentement, ce qui n'est pas le cas, pour l'instant dans le droit français. Je crois que par contre c'est le cas dans d'autres pays. Et dans d'autres pays, les procès ne dureront pas des jours et des jours parce qu'ils ne se pencheront pas sur l'enfance prétendument abusive ou pas avec tout ça. Ça, on s'en fout parce que c'est pas en lien direct avec les faits commis. Donc normalement, on ne devrait même pas avoir à en parler. Je comprends même pas pourquoi ça... Enfin si, je comprends, c'est pour, encore une fois, les dédouaner, minimiser leur responsabilité, provoquer la sympathie, une espèce de compassion. Et ce qui est intéressant de noter aussi,
c'est que c'est jugé non pas devant une cour d'assises, mais devant une cour criminelle. C'est intéressant parce qu'en fait, dans les procès d'assises, déjà, on a un juré, on a des jurés populaires issus des citoyens, tandis que les peines sont plus lourdes, les peines encourues sont plus lourdes, tandis que le procès criminel, je crois que les peines sont limitées à 20 ans, et le jury est constitué de magistrats, enfin de professionnels du droit. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, hein, étant donné qu'on voit les réactions des experts psychiatriques ou psychologues ou enquêteurs qui ont l'air de dédouaner sans arrêt les accusés. Ça devient vraiment pénible à entendre. Surtout que là, pour une fois qu'on a vraiment des preuves concrètes qui montrent la réalité des faits, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de preuves, c'est parole contre parole, et on sait qu'en général, ça se solde par un non-lieu. J'ai envie de dire, même dans le cas où il y a des preuves du style la victime est allée faire un examen médical pour constater les lésions, qui montre l'existence de lésions, même dans ce cas-là, il faut savoir que ça peut être conclu par un non-lieu. Je pense notamment au cas d'un humoriste qui a commis ce genre de choses en 2021 et qui fait des spectacles, qui marchent apparemment. Donc voilà, ça constitue même pas une preuve parce que on baigne tellement dans la culture du louable, on est tellement biberonné pour certains au PORNO, qui en guise d'éducation ce qui est quand même assez malheureux. On arrive à justifier en disant que peut-être c'était ce qu'elle cherchait. Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Mais je ne sais pas si la suite du procès pourra apporter un éclairage sur comment Pellico se procurait tous ces médicaments. Clairement, je ne comprends pas. Sachant que les anxiolytiques, normalement, se sont prescrits pour une durée limitée, que lui, il y a eu accès pendant une décennie, de façon régulière et en surdosage. Je ne comprends même pas, moi, à titre personnel, comment Gisèle ne peut pas avoir de séquelles neurologiques. Parce qu'au bout d'un moment, déjà, tu as une accoutumance. Quand tu n'as pas ta dose, bah, tu finis drogué, en fait. Tu es en manque, j'imagine. Ça peut laisser des séquelles neurologiques, ça peut laisser des séquelles cérébrales. Donc ça, j'imagine aussi que ça fait l'objet d'un examen médical de plusieurs experts qui vont déterminer si le fait pour elle d'avoir été droguée pendant une si longue période avec une quantité aussi importante d'anxiolytiques a créé des séquelles neurologiques ou pas. Et bien sûr aussi d'un point de vue le préjudice, le fait d'être traumatisé, le fait de potentiellement ne plus avoir de vie ensuite, le fait d'avoir se récolter des MST, des IST, quoi. Parce qu'il faut savoir que Pellico poussait le vice jusqu'à dire à tous ces types de ne pas mettre de CAPOTE. Ah bah oui, histoire de bien la souiller. Voilà. Ça faisait partie du délire. Ça faisait partie de la perversion, en fait. Donc voilà, j'espère qu'on mettra ça un peu en lumière, de savoir comment il arrivait à se procurer tous ces médicaments, sachant que le propre frère de Pellico, qui a témoigné, je crois, il y a un jour ou deux, qui a témoigné à charge contre Pellico, Joël Pellico, est médecin, et prescrivait, figurez-vous, du Temesta à Gisèle, parce que apparemment elle était angoissée et elle avait du mal à dormir. C'est un peu étrange. Enfin, ce que je trouve étrange, moi, c'est que personne dans cette famille ne se soit rendu compte de rien. Tout le monde a été dupe, en fait. Alors, c'est pas pour les culpabiliser, mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Tout ce qui est sûr dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les lois, ça, on ne peut pas les remettre en cause. Il y a des vidéos qui montrent clairement ce qui s'est passé. Après, pour le reste, je ne sais pas. Donc, énormément de zones d'ombre.
Reste à savoir comment va se dérouler ensuite le procès. Là, en ce moment, ils sont en train de passer au crible. Chaque semaine, ils prennent 5 ou 7 accusés où ils vont détailler, comme je vous l'ai dit, en long, en large, en travers, leur enfance, leur vie d'adulte. Ensuite, pour ceux qui continuent de nier les faits, ils vont visionner certaines vidéos pour qu'on voit la réalité. Et on en est là. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Il y aura sûrement les plaidoiries ensuite des avocats de la défense, les plaidoiries de la partie civile, etc. Espérons qu'on comprenne un peu mieux la mécanique de cet enchaînement en fait de concours de circonstances, sachant que une bonne partie de ces accusés étaient en possession de fichiers PEDO, PORNO, hein, je crois, peut-être un quart, donc potentiellement ils auraient pu s'en prendre aussi à des enfants. Je pense que tout ça, de toute façon, on ne va pas se leurrer. Ce procès est très bien, hein, parce que le fait qu'il soit public permet de médiatiser et de mettre en lumière toutes ces violences. Après, il ne faut pas se leurrer, franchement, pour moi, ça doit être une infime partie de la partie émergée de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de ce procès, si pour vous ça va faire évoluer les mentalités, s'il faut redéfinir au niveau légal et juridique le LOAV, hein, on va introduire la notion de consentement. Qu'est-ce que vous pensez de cette culture du LOAV, du patriarcat, du fait qu'on a des scènes trash, de PORNO, ça c'est le point commun de tous ces mecs, hein, c'est qu'ils se machinaient devant ça, quoi. Hein. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet d'être un peu plus visible dans l'algorithme YouTube. Surtout que ces derniers temps, j'étais un peu aux abonnés absents. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.